Les Noirs ne lisent pas. Vous avez certainement déjà entendu cette phrase. Mais est-ce que vous connaissez le contexte, la phrase complète? Je vais vous la lire. Les Noirs ne lisent pas et resteront toujours nos esclaves. Nous pouvons encore continuer à récolter les profits des Noirs sans effort physique de notre part. Cette phrase, extraite d'une lettre qui a été lue un matin sur une radio new-yorkaise, peut choquer. On peut même sentir une pointe de racisme, ou on peut en tout cas supposer qu'il y a une pointe de racisme. Mais en réalité, si on veut être honnête, la phrase en elle-même n'est pas très loin de la réalité, malheureusement, ou plutôt n'était pas, devrais-je dire, parce qu'on peut avoir un peu d'espoir, la tendance change progressivement. Et il y a des personnes qui se battent pour cela, pour que les Noirs lisent, pour que les Africains lisent. Les Noirs, c'est au sens large. Nous allons parler ici d'Afrique surtout, parce que il y a dans la lecture de nombreuses clés. Nous allons recevoir aujourd'hui un profil atypique et inspirant, comme j'aime bien vous en présenter sur cette chaîne. Et c'est un profil particulier, parce que Valère Bélias, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est à la fois un homme de science et un homme de lettres. Et avec son initiative Argent Livre dont nous allons parler, il est en train de construire tout un écosystème business, mais autour d'une vocation noble, la promotion de la lecture et des auteurs africains. Je vous ai bien dit qu'il y a un aspect business aujourd'hui. Valère est entrepreneur, il est conférencier, il n'est pas que ça, vous allez découvrir aussi quel est son parcours académique. Et nous allons parler justement de toutes ces casquettes-là, de son initiative, de son parcours, de ses challenges, de son ambition. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Je suis sûr qu'il va vous inspirer grandement. On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello Valère, comment tu vas? Salut Iris, je vais aussi bien que Kylian Mbappé à la tête de l'équipe de France hein, ou au Real de Madrid. Donc ça va. Ben, je disais en fait que je n'avais pas la capacité de rebondir sur ta vanne, ta petite pique, parce que je suis plutôt un ignare, hein, ignorant en matière de football, mais j'ai compris qu'il y avait une petite pique Ah, que tu m'envoyais. c'est pas une pique, mais c'est juste, comment dire, c'est juste une manière de dire que, une manière assez, j'avais dit atypique de dire que je vais bien parce que Kylian Mbappé va très bien au sommet de l'équipe de France, l'équipe de foot nationale de football de France. Donc ça va, ça va, ça va. D'accord. Je pense que les amateurs du football comprennent. On va donc éluder ces problèmes avec le PSG parce que moi, je vois ça dans l'actualité. On va se concentrer sur ce qui nous intéresse. Oui, oui, c'est sûr, c'est important. Mais c'est vraiment toujours un plaisir hein, d'échanger avec Hmm. toi. C'est justement cette bonne humeur-là qui caractérise nos échanges habituellement. Et merci encore une fois d'accepter notre invitation. Aujourd'hui, nous allons parler de ton parcours. Et c'est un parcours atypique puisque tu es théoriquement un médecin, hein, médecin en Ouais, devenir. c'est ça, c'est Et, ça. et tu es beaucoup d'autres choses aussi. J'ai parlé en introduction justement de ta casquette d'entrepreneur, ta casquette de Hmm. conférencier. Et c'est assez atypique que tu puisses mener tout ça de front. Nous allons en parler. On va parler du livre, du monde du livre, de tout ce que tu fais autour. Et je voudrais commencer justement par cette petite question. Généralement, les gens ont une approche très manichéenne, un jugement manichéen. Ils se disent, il est bon en sciences, il fait pas de lettres. Ou alors, lui, c'est un homme de lettres, il fait pas de sciences. Ça m'a souvent amusé parce que moi-même, je suis un littéraire, mais je suis très cartésien. Mais c'est ce qu'on remarque souvent chez les gens. Alors, je voudrais te demander, toi, qui est étudiant en médecine, donc qui est un scientifique par définition, comment est-ce que tu en es arrivé à la lecture? Est-ce que depuis toujours, tu as cette bipolarité au sens positif du terme ou c'est quelque chose qui est arrivé en chemin? Ah, bon, avant de répondre à ta question, je suis d'abord obligé de te dire merci de m'avoir invité parce que c'est pas tous les jours qu'on a l'opportunité de se faire inviter. Et c'est un peu, comment dire, je vais dire que j'ai perdu l'habitude de cette posture-là parce que ça fait quasiment 2 ans
que c'est moi qui pose les questions, tu vois. Donc, ça fait bizarre maintenant de se retrouver de l'autre côté du siège, pas pendant les conférences, mais OK. Bon, alors, bon, les politesses d'usage, je voudrais que je me présente brièvement. Moi, je suis Valère Beyas, pour ceux qui vont me découvrir aujourd'hui. J'ai du mal à revêtir la casquette d'entrepreneur parce que, bon, j'imagine l'entrepreneur bien au-dessus de ce que je fais. Je me définis plus comme un chercheur d'argent, voilà, pour être plus simple. Mais je n'ai aucun mal à parler d'argent parce que j'estime que l'argent qu'on gagne n'est que le reflet de la valeur qu'on apporte aux gens et aux autres. Donc, plus j'apporterai de la valeur, plus je gagnerai de l'argent. Moi, c'est clair, net et précis. Voilà pourquoi je n'ai aucun mal à parler d'argent. Et si d'autant plus que l'argent, c'est un moteur. Quelqu'un qui veut gagner plus et qui a compris que l'argent, c'est le reflet de ce qu'on apporte aux autres, ben, il cherchera à apporter beaucoup plus parce qu'il sait que c'est en apportant beaucoup plus, il gagnera beaucoup plus. Donc, en parallèle de tout ça, comme tu l'as si bien dit, hein, je suis médecin en fin de formation déjà. Oui, bon, conférencier, je donne plusieurs conférences un peu partout dans le monde. Et puis bon, tout a commencé par la lecture. Donc, tu me demandais, est-ce que tu peux préciser la question, histoire d'être sûr que je reste vraiment dans la ligne de mire? Alors, je demandais comment tu es arrivé à la lecture. Est-ce que c'est une passion depuis toujours ou c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure parce que les gens dissocient souvent ça à tort. Ils disent, oui, les Ouais. scientifiques, c'est pas des littéraires, les littéraires connaissent rien aux chiffres, etc., etc. Moi, ça m'amuse souvent. Alors, toi, c'est une passion de longue date ou c'est venu sur le tard au fur et à mesure? En fait, non, moi, j'ai jamais aimé la lecture, hein. Même jusqu'à aujourd'hui, je n'aime pas lire, hein. Et contrairement à ce que les gens pourraient penser, c'est quelque chose que j'aime. Non, j'aime pas lire du tout. C'est juste que moi, j'ai pris la lecture comme étant un médicament. Parce que beaucoup de gens veulent avoir sans être. Sauf que pour être, il faut savoir. Parce que plus tu sais, plus tu as. Ça c'est quelque chose de fondamental. Donc, je me souviens une fois, j'étais sur... parce que moi, à la base, moi, j'avais toujours dans ma tête, c'est... je fais mes études, j'ai de bonnes notes, j'ai un bon diplôme, je trouve un bon job. Voilà, pour moi, c'était ça le schéma. Et donc, Mhm, il a fallu qu'un jour, ben, les choses ont voulu que je rencontre ma copine. C'est avec qui je suis il y a plus de 8 ans aujourd'hui, qui est voisine au Bénin en tout cas, elle est burkinabé. Et donc, à cette époque-là, quand je la rencontre, donc je vais dire, c'est une petite une passe que je fais aux hommes. Choisissez bien les gars avec qui vous vous mettez. Je pense que j'ai beaucoup appris en lisant ton livre, Régis. J'ai beaucoup appris, surtout lorsque tu ah, racontes un merci peu beaucoup. de comment tu as raconté ta compagne. Donc, elle me parlait souvent d'argent, de tout. Je ne disais pas, franchement, je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent dans ma vie. Ça ne me sert à rien. Je veux juste de quoi vivre confortablement. Et puis, de fil en aiguille, elle m'envoyait certaines vidéos. Mais bon, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Parce que moi, à la base, Internet, c'était pour se distraire. Point. Il n'y a pas autre chose sur Internet. Donc, et puis un jour, dans mon fil d'actualité, je tombe sur une vidéo de Robert Kiyosaki qui parlait de... il disait, il parlait d'argent. Et pour la première fois, ça me parle. Et il dit un truc qui va me marquer, c'est qu'il dit, les riches ne travaillent pas pour l'argent, mais ils mettent de l'argent à leur service. Ça. J'ai mis une semaine pour comprendre ce que ça signifiait. Donc, tous les matins, je le réécoutais, j'écoutais son livre Père riche, Père pour comprendre ce qu'il voulait dire. Donc, pendant une semaine, je n'écoutais que lui. Et puis, je me dis, bon, il parle beaucoup de livres, il faut un peu que je cherche à lire un livre, juste par curiosité ou bien pour paraître intelligent. Donc, je scrolle sur Facebook et je tombe sur un livre intitulé Tout le monde mérite d'être riche, de Olivier Seban. Bon, le livre coûtait 19,99 €. Je me suis dit, bon, on va voir, le titre me parlait. Je me suis dit, bon, on va essayer un truc. Et donc, j'achète le livre et dès les premières pages, il dit quelque chose qui va me marquer à vie. C'est qu'il dit, les riches sont riches parce qu'ils en savent beaucoup plus sur l'argent que les pauvres. Et là, je me Ça. dis, oh, mais c'est fort ça. Et là, le livre m'intéresse et je le lis d'un bout à l'autre. Et il prend plusieurs exemples qui me parlent. Il me dit, OK, il y a des jeunes personnes, lorsqu'ils vont rentrer dans le boulot, lorsqu'ils vont commencer à travailler, avant, quand ils étaient peut-être étudiants, ils se disaient que non, ben, dès que je vais commencer à travailler, tous mes problèmes d'argent seront résolus. Sauf qu'il me fait le parallèle. En fait, il me partait une expérience vécue. Parce que les gens ne s'en rendent pas compte, mais un livre, c'est l'expérience de plusieurs vies qu'on te partage dans un petit bouquin et qui peut transformer ta vie tout entière. Parce que C'est tout part de ça. la bonne information. Pour être transformé, il faut d'abord être informé. Donc, je lis ce livre-là et il raconte cette histoire d'un jeune homme qui, quand il était étudiant, il se disait qu'il allait devenir, dès qu'il allait décrocher son job, tout de suite, il allait résoudre tous ses problèmes d'argent. Je me dis, ah, et par la suite, il dit, ben,
Quand ce jeune homme-là, il est parti par, il gagnait à peine 200, 300 euros lorsqu'il était étudiant et qu'il est devenu travailleur au cadre, il gagnait déjà plus de 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois. Sachant que lorsqu'on gagne plus de 3 000 euros par mois en France, on est déjà dans le top 10%. Bien sûr. Hein. Sauf que le gars, quand il commence à gagner 3 000 euros, ben, tout de suite, ses problèmes augmentent également. Il veut un appartement plus grand, il veut une plus grande télé, il veut une plus grande voiture. Et tout de suite, il se rend compte que l'argent qu'il gagne ne suffit plus. Et le problème, ce n'est pas qu'il gagne, c'était pas l'argent, c'était la gestion qu'il avait de son argent. Et là, ça commence à me faire tilt. Et comme un grand frère l'a dit un jour, la connaissance, c'est comme de la tartine. Moins tu en as, plus tu en étales. C'est ça. C'est à ce moment-là que je me rends compte que je prends conscience de tout ce que je ne sais pas en termes d'argent, même sur la vie. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre que je ne sais pas au sujet de l'argent? De fil en aiguille, je me dis, bon, peut-être que pour en savoir plus, il faut que j'écoute des vidéos sur YouTube. Pour moi, c'était le plus simple. J'écoute plein de vidéos, mais au bout d'un moment, je me rends compte que ça ne suffit plus parce que les vidéos, ça reste du contenu relativement léger, relativement. Donc, je me dis, bon, pour en savoir plus, peut-être qu'il faut que je me mette à lire un peu plus. Donc, c'est comme ça que, à contre-cœur, je commence à lire parce que je prends la lecture comme étant un médicament qui peut me faire sortir de la condition de manque d'argent. Je ne lis pas parce que j'aime ça, je lis parce que je vois ça comme une solution à mes problèmes. Et de fil en aiguille, je commence à lire Père riche, Père pauvre, je lis Ricardo Kanyama, la chèvre de ma mère. Je lis plusieurs autres livres. Et plus je lis, plus je prends goût, non pas à la lecture, mais à l'information qui se cache derrière. Donc, contrairement à... Parce que le problème avec la lecture, c'est qu'on nous a vendu la lecture comme étant un outil pour se distraire. C'est ce qu'on nous a toujours vendu à l'école. Il faut lire pour s'évader, il faut lire pour se distraire. Moi, je ne lisais pas pour ça. Moi, j'ai toujours lu Pas solution. des Ok, j'ai un romans. problème. Non, 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 non. Je lis pas les romans, ça m'intéresse pas du tout. Donc, chaque fois que j'ai un problème, la première question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a un livre qui peut me permettre de résoudre ce problème? Donc, est-ce que j'aime lire? Non. Est-ce qu'il faut aimer lire pour lire? Non, pas forcément. D'ailleurs, on va à l'école, est-ce qu'on aime forcément lire? Pas du tout. On va à l'école très souvent parce on nous a vendu le rêve comme quoi derrière l'école, on pourra avoir une situation financière stable. On prend les médicaments. Est-ce qu'on aime prendre les médicaments? Non. On prend les médicaments parce que c'est une solution aux problèmes de santé. C'est la même chose. Les problèmes qu'on rencontre dans la vie tous les jours, ben, c'est lié au niveau d'informations qu'on a par rapport aux différents challenges. Lorsqu'on a les bonnes informations par rapport aux problèmes, les problèmes cessent d'être des problèmes parce qu'on va les dépasser. Donc, si quelqu'un estime qu'il n'aime pas lire, c'est peut-être parce qu'il a la mauvaise approche par rapport à la lecture. Dès lors qu'il voit la lecture comme étant une solution à ses problèmes, aimer ou pas aimer, on s'en fout. Le plus important, c'est ce que ça t'apporte. Donc, c'est pour dire qu'on n'a pas besoin d'aimer lire pour lire. Il faut lire, quoi. C'est très important. Tu as vraiment mis le doigt sur quelque chose d'important. Ceux qui sont passionnés de lecture, c'est une catégorie, et il y a ceux qui comprennent, avec ou sans passion, que c'est un besoin, une nécessité pour progresser. Et donc, tu es arrivé dans cette catégorie-là. Tu parles d'il y a à peu près 8 ans. Ça veut dire que c'est pas quelque chose de si vieux que ça et qu'on peut s'y mettre à Non. tout moment. C'est un message d'espoir pour tous ceux qui ne lisent pas encore. Il n'est jamais trop tard pour développer cette habitude. Il n'est Ah, mais jamais c'est trop même, tard pour le développer. c'est une habitude fondamentale à développer en ce sens où, comme je l'ai dit, beaucoup de gens veulent avoir sans savoir. C'est pas possible. C'est pas possible d'avoir sans savoir. Et dans le savoir, il y a deux aspects. Le savoir-faire et le savoir-être. Et sauf que pour avoir, il faut être avant d'avoir. Parce que comme le dit Jim Rohn, le succès, c'est pas quelque chose qu'on poursuit, mais c'est quelque chose qu'on attire à devenir une meilleure personne. C'est aussi simple que ça. Mais pour devenir une meilleure personne, il faut d'abord avoir les meilleures informations, informations qui vont structurer notre manière de penser. Notre manière de penser va structurer nos émotions. Nos émotions vont déterminer les actions qu'on va poser au quotidien. Ces actions, maintes fois répétées, vont devenir des habitudes. Ces habitudes répétées vont forger notre caractère. Et c'est à partir de ce caractère-là qu'on va pouvoir poser certaines actions qui vont nous amener à certains résultats bien précis. Donc, lorsqu'on a compris ce schéma-là, on comprend que tout part d'abord de l'information. Parce que si aujourd'hui, on galère sur le plan financier, on galère sur le plan conjugal, on galère sur le plan social, on galère sur le plan professionnel, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas les bonnes informations. Mais où est-ce qu'on va chercher ces informations-là?
D'aucuns iront chercher ces informations-là dans des formations. Mais est-ce qu'on a toujours les moyens de se payer une formation? Pas du tout. Alors que commencer par lire pour avoir la bonne information, il y a quelque chose de fondamental. Moi, je dis toujours que moi, je me suis toujours dit que j'aimerais que mon parcours de vie serve d'inspiration à mes contemporains et à mes descendants. Donc, j'ai commencé par la lecture pour quelqu'un qui n'aime pas lire. J'ai tout fait, je fais tout devant tout le monde sur Internet. Et si aujourd'hui, sans prétention, j'arrive avec ce qu'on a pu faire, j'arrive à payer des billets d'avion à tous les membres de mon équipe, on arrive à faire des déplacements, des conférences un peu partout en Europe, en Afrique. Ça a commencé par la lecture, on a fait tout ça devant tout le monde. Donc, c'est pour que les gens puissent comprendre que un livre peut changer la vie d'une personne à condition de le lire. C'est vrai, on dira, lire ne suffit pas. Il faut ensuite passer à l'action, c'est vrai. Mais tu vois, tu dis que même lorsqu'on veut construire une maison, il y a d'abord un travail de conception. Et en général, le travail de conception est même plus important que tout ce qu'on va faire comme réalisation. Si la conception n'est pas bien faite, ben, c'est ce qui donne les maisons qu'on a très souvent en Afrique, des maisons qui n'ont pas de sens. Parce Avec les on néglige. émotions Voilà. auxquelles on assiste. Absolument, Voilà. absolument. Très joli parallèle. Très joli parallèle. Et ça m'amène justement à te poser la question suivante. Oui, Comment est-ce que tu fais le shift entre Valère, qui est étudiant en médecine, qui a pris oui, conscience que la lecture doit être un pilier dans sa vie, et Valère, qui crée Argent Livre, qui est une plateforme dont on va parler, qui propose des livres, des formations, des événements maintenant aussi, et un oui. podcast, des contenus. Quel est le déclic? À quel moment tu te dis, les livres ont commencé à m'apporter pas mal de choses à moi-même. Je veux maintenant impacter les autres pour qu'ils comprennent aussi qu'ils doivent lire. Et en même temps que j'apporte cet impact, cette valeur, je gagnerai de l'argent. À quel moment tu te dis ça, sachant que tu es étudiant en médecine et que ce sont des études, en tout cas, c'est une filière qui est réputée C'est chronophage, prenant. hein, Hmm. et voilà, ça prend pas mal de temps. À quel Ouais. moment tu prends cette décision? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, premièrement, j'aimerais que j'en comprenne une chose. C'est qu'on nous a, beaucoup d'entre nous, on a été élevés avec la logique selon laquelle notre vie se résume aux études et au boulot. Non. Mhm. La vie, c'est comme un grand, c'est déjà dit, c'est une grande armoire. Et les études, c'est un compartiment dans cette armoire-là. Et l'erreur qu'on commet souvent quand on est jeune, entre guillemets, je vais mettre entre guillemets parce que il y en a marre qu'on assimile toujours les jeunes à l'incompétence. Il n'y a rien qui m'horripile plus que ça. Absolument. Et c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup compris en lisant ton livre. Et j'ai compris ça en lisant. Le livre, c'est important parce que ça inspire beaucoup. En lisant ton livre, j'ai compris plein de choses. Et c'est aujourd'hui, avec du recul, que je me dis, ah ouais, l'information reste quelque part dans son inconscient. Et après, en faisant le chemin arrière, on s'est dit, ah oui, c'est vrai que c'est parce que j'avais lu ça. En fait, j'avais lu son parcours et ça m'a dit quelque chose, tu vois. Par exemple, dans ton livre, tu dis, C'est rêver ça. grand, ça coûte 0 franc. Ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Je me suis dit, mais c'est vrai, mais c'est vrai, ça coûte 0 franc. Donc, pour revenir à ce que je disais, donc quand j'ai compris le fait que mes études, c'est un pan de ma vie, je me suis dit, je ne peux pas résumer toute ma vie à faire que des études. Hmm. Maintenant, en parallèle de ça, il faut que je trouve le moyen, parce que quand celui qui a confiance en ses moyens trouve toujours la méthode. Il faut que je trouve le moyen qu'en parallèle de mes études, je puisse faire autre chose. Parce qu'une chose est OK. certaine, c'est que l'erreur que beaucoup de gens commettent, c'est ils ont des affirmations. Je ne peux pas faire mes études. Je ne peux pas lancer un business ou faire quelque chose en parallèle de mes études. Sauf que lorsque tu as une affirmation, tu fermes l'esprit, alors que lorsque tu poses une question, tu ouvres l'esprit. Donc, ma question maintenant, c'était comment je fais pour lancer quelque chose en parallèle de mes études? Parce que voyez ce qui se passe. Je lis beaucoup, j'apprends beaucoup de choses, mais très vite, je me rends compte que ben, ça se remplit dans mon cerveau. J'en fais quoi? Donc, tout de suite, j'ai trois choses. J'ai Internet, ça donne des avantages d'être en France quand même. J'ai un téléphone portable et j'ai le plus important, c'est voir moi d'éveil au travers des différentes lectures que j'ai eu à faire. Donc, je me dis, je fais quoi de tout ça? Et donc, de fil en aiguille, comme ça, je commence à partager ce que j'apprends au quotidien. Parce que la meilleure manière d'apprendre, c'est de transmettre. La meilleure manière d'apprendre, c'est de transmettre. Donc, je me dis, bon, ce que j'apprends au quotidien, bon, je suis étudiant en médecine, je ne peux pas dire que j'ai beaucoup d'argent. Bon, je fais quoi de ça? Je me dis, il y a Internet, je commence à partager plus ou moins ce que je fais, ce que j'apprends. Ensuite, je me dis, bon, puisque les auteurs africains ne sont pas connus, bon, je vais essayer de les mettre en lumière. Donc, de fil en aiguille, comme ça,
j'en mets en lumière, je te contacte, je dis, ouais, j'étais découvert. Parce que je faisais vraiment des recherches, hein. Je faisais des recherches, j'étais découvert grâce à Afro Transformation, Oriane. Je dis, ah ouais, d'accord. Donc, je te découvre comme ça, je t'écris, c'est comme ça que je te contacte, je contacte plusieurs autres auteurs. Je leur dis, moi, j'ai juste besoin de votre livre, je vais mettre en avant, je veux rien. Donc, de fil en aiguille, comme ça, les choses se font. Et puis, parce à la base, la page Facebook s'appelle le Pichamo 237. À la base. C'est Ça comme ça. s'appelle comment? Le Pichamo 237. Donc, je me Ok. lance comme ça, je sais même pas dans quoi je m'embarque. Bref, je C'est me vrai, dis, je bon, il me faut faire souviens quelque chose. de Ouais. Donc, je ne sais pas dans quoi je m'engage, mais je m'engage tout simplement. Donc, de fil en aiguille, ben, les portes s'ouvrent. Et puis, je me dis, bon, j'ai à trop partager le contenu des autres. Maintenant, moi, mon expérience, c'est à quel niveau? Surtout quand on me posait la question que, bon, tous les jours, tu parles des livres des autres, c'est que les autres ont fait. Toi-même, tu fais quoi? Et là, je me dis, bon, j'ai beaucoup lu, il faut que moi aussi, je lance un business. Ok. Et donc, j'avais 40 euros un jour, il y avait les soldes. Je vais au supermarché, j'achète une paire de baskets. New Balance, 30 euros. Et donc, et c'est vraiment pour dire, là, je fais toujours le parallèle par rapport à la lecture, parce que soit différent en lisant tous les livres que j'ai eu à lire qui ont structuré ma manière de penser. De telle enseigne que je commence à voir des opportunités où certains voient vrai juste du divertissement, quoi. J'achète Ok. cette paire de chaussures. Il y a une plateforme de vente de chaussures, d'articles en ligne ici qu'on appelle Vinted. Donc, je poste dessus, je vends. Ah, je gagne un bénéfice de 10 euros. Donc, j'achète à 30, je vends à 40. Je dis, ah, donc c'est ça le business. Donc, j'avais un peu d'épargne de côté. Je crois que j'avais 140 euros, 160 euros de côté. Donc, je complète avec les 40 euros que j'avais. Je m'en vais acheter des chaussures. J'achète 5 paires de chaussures. Je me dis, bon, maintenant, le business commence. J'achète les 5 paires de chaussures à 200 euros. Et en revendant, j'ai un bénéfice de 100 euros. Ça fait 300 euros. Je me dis, mais j'ai trouvé la poule aux œufs d'or. Donc, c'est avec ça que je vais faire mon business. Donc, c'est comme ça que ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Je vends les chaussures, on fait plus de 6 000 euros. Tu vends des Seulement chaussures vendre pour des plus de chaussures. 10 euros. Ouais, pour plus de 6 000 euros. J'avais tellement à un point où mais on avait plus de 60, on avait mis les chaussures dans le garage, plus de 60 paires de chaussures. J'intègre dans l'équipe ma copine, des amis, bref, il y a tel point que la plateforme même nous chasse. Ils disent que non, 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 vous vendez Ah trop. oui, 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 oui. d'accord. La plateforme nous vit, il dit vous vendez trop. Donc, il bloque mon compte, on bloque mon compte, j'écris un autre compte, on bloque, j'écris encore un autre compte. Bref, j'intègre même ma petite sœur dans le business. Et donc, je me dis, bon, peut-être qu'il faut que je partage aussi cette expérience sur les réseaux. Donc, en partageant cette expérience-là, quand tu vas avoir vraiment le déclic, je partage cette expérience sur les réseaux. Et là, il y a une question qui va venir. C'est, Valère, tu fais donc comment pour gérer tes études et le business? C'est ça. Sauf que moi, au travers de mes lectures, on m'avait appris que à chaque fois que les gens vont me poser la question de savoir, Valère, comment on fait 3 points de suspension, ça veut dire que l'argent n'est plus loin. Bien Donc, sûr, il y a des problèmes dans les parages. ouais, et voilà. Je me dis, bon, comment est-ce que je fais pour monétiser tout ça? C'est ainsi que je me dis, bon, j'ai à parler du parcours de beaucoup de gens. C'est peut-être temps que j'écrive mon livre. C'est comme ça que je sors mon tout premier livre, Un pied à l'école, un pied dans le business. Et à ce jour, ce livre qui a le plus de résultats et c'est celui qui m'a le plus fait voyager en tout cas. Et je me rends compte que, bon, j'ai beaucoup lu, je connais plein de choses, même ma technique d'écriture, je l'ai beaucoup améliorée. Bref, ça fait un carton. Et de là, ben, les recommandations ne font qu'arriver. Oui, comment on fait pour écrire un livre? Je me dis, bon, je fais pour écrire un livre. J'ai beaucoup lu, j'ai écrit, ça semble intéressant. Donc maintenant, il faut que je trouve un moyen de partager ça avec les gens. C'est comme ça que je sors la toute première formation Ok. sur comment écrire un livre. Et cette formation-là, on la vend à combien? 10 000 francs ou 25 euros, hein. À la base, moi, je la fais. Je me dis, je fais ça en one shot parce qu'il y a une période pendant laquelle les formations en ligne avaient le vent en poupe. Donc, Il y a beaucoup, par la beaucoup, même beaucoup de période, je gens. sors ça. Oh, oui, oui, oui. Je me dis, bon, je fais ça en one shot et puis on n'en parle plus. Sauf que quand je finis la formation, ma copine me dit, bon, tu sais, si tu fais juste la formation, les gens n'auront pas de résultats. Il faut les accompagner aussi. Et maintenant, Hum. à partir de leurs résultats, on pourra voir ce qu'on peut faire. Donc, c'est comme ça que je fais la formation. Ensuite, on propose un accompagnement totalement gratuit. Ça, c'est en parallèle de mes études toujours. Donc, comment je gérais les Ok. deux? Ben, ce que les gens racontent qu'en parallèle de leurs études, ils ne peuvent rien faire, c'est totalement faux.
Parce que c'est pas comme si on passait toutes nos journées à l'école. Ça, c'est totalement faux. Ça, c'est faux. Ça, sont les gens qui ne veulent pas être organisés. Moi, j'ai jamais voulu être premier de la classe. Ça m'intéresse pas du tout. Donc, qu'est-ce qui se passe? On fait cette formation, on les accompagne gratuitement. Et donc, quand on finit de les accompagner, ils ont sorti, leurs livres sont déjà, ils ont fini le tapisserie, mais il faut éditer. Bon, ils me disent, bon, voilà, le livre est fini, qu'est-ce qu'on fait pour l'édition? Comment ça se passe? Et là, il me dit, bon, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va créer la maison d'édition. La maison d'édition. Donc, parce que il faut savoir que mon premier livre, je le fais en auto-édition. C'est là que je comprends. Je contacte un éditeur, mais il me propose les tarifs qu'il me demande. Bon, je trouve que je n'ai pas assez de moyens pour le faire. Donc, j'apprends à faire Mhm. par moi-même. Et Sûr. c'est là que je comprends comment ça marche. Et là, j'ai un pote qui a un très bon niveau en français. Et je lui dis, gars, voici le projet. Est-ce que tu es disponible pour qu'on démarre ensemble? Il me dit, bon, de toute façon, je n'ai rien à faire. J'ai mon master en histoire, ça ne me sert à rien. Donc, faisons. Donc, c'est comme ça que je lui confie le tout premier livre, il travaille dessus. Et après, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de demandes. Je dis, ah ben, Ben, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est comme ça qu'on édite un, 2, 3, 4. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 168 auteurs qu'on a édités en l'espace de 2, 3 ans. c'est énorme. Ouais, bon, après, on se dit, il y a encore beaucoup à faire, mais on est dessus. Et donc là, très vite, ben, on continue à communiquer sur les réseaux. Donc, je prends vraiment le temps d'expliquer pour que les gens comprennent que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain ce qu'on fait aujourd'hui. C'est, à chaque fois, il y avait une problématique qui se posait et on se posait la question de savoir comment on résout cette problématique. Et comme le business, tu le sais, c'est très dynamique. Ce qui marchait il y a 2 ans ne marche pas forcément aujourd'hui, ça ne marchera pas. Ce qui marche aujourd'hui ne marchera pas forcément demain. Mais lorsqu'on fait de la veille, qu'on regarde ce que les autres font, on voit où va le monde, ben, on s'accroche pas. Donc, de fil en aiguille, on se rend compte que ben, communiquer sur les réseaux, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, il faut connecter avec les gens en présentiel. Et c'est comme ça que ben, on commence à organiser les événements en présentiel. On lance le week-end de l'écrivain en 2022. Ça, c'était la première édition. Tout le monde nous disait, ouais, ça ne sert à rien, les Africains n'écrivent pas, ils ne lisent pas, ça ne les intéresse pas. Mais il y a un ami qui est en Allemagne qui me dit, gars, c'est innovant. Tout le monde propose des trucs sur l'entrepreneuriat, mais ce que tu ramènes là, c'est innovant. Après, on s'est dit, bon, allons-y. C'est comme ça qu'on fait la première édition au Burkina Faso, le week-end de l'écrivain. Ensuite, on va au Cameroun, au continent, toujours représenté. C'est toi, bien sûr. Toujours, toujours. Et après ça, on s'est dit, on a fait en Afrique, il faudrait faire quelque chose en Europe. C'est comme ça qu'on dit aussi, bon, on fait ça à Paris. On fait à Paris, les résultats sont intéressants. Et dis-toi que c'est là où les gens vont peut-être, le cerveau de certaines personnes va bouger. C'est que quand on le fait, nous sommes à la quatrième vague de personnes qu'on accompagne pour écrire leur livre et tout. Et là, les tarifs changent totalement parce qu'on change de format. On passe d'un format en ligne à un format mode séminaire et on passe d'une formation qui était à 10 000 francs ou 25 euros. Et aujourd'hui, c'est un programme qui est à plus de 8 000 € et plus d'1 million de francs CFA. Donc, Hein? voilà. Et c'est ça qui permet, bon, il y a plein d'autres activités qu'on a développées en parallèle. Plein, plein, plein. Parce que quand on est là-dedans, on se rend compte que des gens ont des besoins parallèles. D'autres veulent Bien sûr, savoir comment. bien Et sûr, ouais, il y bien a sûr. plein de besoins sur lesquels on ne communique pas, mais qui parfois sont même beaucoup plus intéressants que ceux sur quoi on communique. Bien sûr. Et ouais. Donc, voilà plus ou moins comment les choses se sont faites. Maintenant, s'il faut revenir au déclic, à quel moment je me dis, je fais l'école et le business. Premièrement, je comprends que l'école, ce n'est qu'une partie de la vie. Ce n'est qu'un pan de la vie. Ça ne fait pas Oui, tout. comme tu l'as dit, c'est un compartiment de la Voilà. vie et tu as trouvé le moyen rapidement de ne pas être dépendant uniquement de ce compartiment-là. En fait, surtout, je me suis dit, comment je fais pour pouvoir gérer autre chose en dehors de l'école? C'est surtout les questions, des questions en question que... Mais s'il faut parler même du déclic qui m'a fait vraiment développer un truc, c'est que en Europe, j'en avais marre qu'à chaque fois, on associe les Africains à tout ce qui a trait au divertissement. C'est pas pour dire que le divertissement n'est pas bien, C'est ça. tu vois, Non, mais tu vois, ce que tu dis est mais très important. Ce que tu dis est important parce que autant c'est choquant et je partage justement cet état d'esprit-là à chaque fois que j'entends ce genre de mots.
Mais malheureusement, il y a une grosse part de vérité et c'est pour ça que ton initiative, moi, pour moi, elle est importante. Il y a une grosse, moi, je suis auteur et au-delà de la passion que j'ai pour les livres, je suis très admiratif de ce que tu fais avec ton équipe parce qu'on a besoin d'initiatives de ce genre. La réalité, c'est qu'on est encore beaucoup dans la danse, le chant, les jeux, l'alcool. Et les gens vont dire, oui, vous racontez n'importe quoi. Non, je suis moi-même chanteur aussi. Donc, c'est pas que je suis contre la musique. Mais on ne peut pas ne pas aller vers d'autres types de divertissements qui sont propulsifs. Et franchement, tu as une idée extraordinaire. Et moi, je te dis bravo encore une fois. Franchement. Ah, merci. Bon, sincèrement, c'est vrai que des fois, en toute humilité, hein, c'est vrai que des fois, lorsqu'on évolue dans un certain type d'environnement, et sort du commun, mais sincèrement, en toute humilité, je trouve que on ne fait rien contre d'autres. Parce que quand je vois ce que les autres font, ce que les jeunes, des plus jeunes que moi réussissent à faire, je me rends compte qu'on dort. On dort beaucoup, 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 beaucoup. Il y a tellement à faire. Tellement, tellement, tellement. Et C'est ça. aujourd'hui, il n'y a rien qui me fait plus mal que de voir nos industriels écrire des livres et aller peut-être voir une maison d'édition canadienne pour la faire éditer. Il n'y a rien qui me fait plus mal que ça. Parce que, une fois de plus, il reproduit le schéma de nos chefs d'État avec nos médias. C'est que comment tu peux être un chef d'État et l'exclusivité de tes interventions, tu les réserves à des médias étrangers, tu vois? Ouais, Moi, ça n'a pas de sens. Du coup, comment tu fais pour que les médias locaux puissent avoir du pouvoir? Donc, moi, c'est plus ou moins la même chose. Si un industriel, il écrit son livre, il va voir une maison d'édition, je sais pas moi, elle peut être canadienne, elle peut être anglaise, peu importe. Comment il fait pour que les maisons d'édition locales puissent se développer? Donc, quand on parle, bon, après on dit le divertissement, j'ai envie de dire que c'est un business. Mais on ne bien peut pas sûr, passer toute sa vie à se divertir. bien sûr. Voilà, le divertissement doit venir quand on a fini de travailler. Mais sauf que quand on a trop de divertissement, ça devient Ben, problématique. généralement, à ce moment-là, c'est qu'on ne travaille plus ou alors on travaille pour se divertir. Et c'est un problème. Si le Exactement. travail a C'est pour ça. but d'aller vers le divertissement exclusivement, il y a peut-être quelque chose qu'il faut corriger. Et c'est vraiment pour ça que cette phrase, les Noirs ne lisent pas, elle est choquante et elle est à la fois tellement vraie, elle est blessante de vérité. Et il faut que le Mm. paradigme soit changé. Et tu parlais des maisons d'édition. Dans tous les business, généralement, il y a cette difficulté-là, ces contraintes. Et justement, ça m'amène à te poser quelques questions business, vraiment business, business Oui, pur. allons-y. On est là, on est Alors, là. tu as évoqué donc un chiffre qui est impressionnant, un peu moins de 200 auteurs africains qui ont déjà été Mm, accompagnés par les éditions Argent Livre. Ma mm, question est la suivante. Quel est l'impact qu'il y a eu au niveau de ces auteurs? Je parle ici, comme on parle de business vraiment à ce moment mm. précis Ouais. de notre temps, en termes de chiffres. Qu'est-ce que ça a été? Comment est-ce que les ventes se déroulent de façon moyenne? Mm. Combien un auteur qui est édité chez vous peut espérer vendre au bout d'une année ou de 2 ans? Parce qu'on sait que les livres ont des cycles de vie assez courts maintenant. Mhm, mhm. Alors, on a une stratégie totalement, elle a une stratégie qui est assez différente de ce que les gens pensent communément. OK? Parce que, contrairement à ce que les gens pensent, on n'a pas besoin de vendre 1 million de livres pour pouvoir vivre de l'écriture. Pas du tout. Et à mon sens, miser sur le nombre d'exemplaires vendus pour pouvoir tirer profit de son livre, c'est la pire stratégie possible. Je dis bien la pire. Parce qu'en soi, euh, pour pouvoir, par exemple, vendre, je vais dire un truc bête, hein, pouvoir vendre 100 exemplaires, il faut investir en termes de chiffre d'affaires dans la communication au moins 30 euros, 30%. Bien Voilà. sûr. Tu investis, voilà. Après, il y a la production. Ensuite, maintenant, pour commencer à calculer les bénéfices. Donc, on se rend vite compte que si on veut vivre de ça, ça va être très compliqué. Ou bien si on veut avoir des revenus assez intéressants par rapport à ça, ça va être très compliqué. Par contre, si, grâce au livre, on réussit à se positionner comme un expert dans son secteur d'activité et asseoir sa notoriété, ça change tout le game. Parce qu'en vendant un seul livre à la bonne personne, on change tout. Donc, en termes de résultats, je vais prendre deux pans, le quantifiable
et le non quantifiable. Au niveau Ok. du quantifiable, voilà. Donc, en termes de quantité de livres, je vais par exemple prendre le dernier auteur avec qui on a travaillé, dont le livre marche plutôt bien. C'est un auteur qui a écrit un livre sur l'immobilier. En l'espace de moins de 6 mois, il a plus de 600 exemplaires vendus. Il a plus de 600 exemplaires vendus en moins de 6 mois. C'est pas négligeable. Je vais prendre une Bien autre sûr. auteur avec qui on a, voilà, je vais prendre une autre auteur avec qui on a mis certaines stratégies en place, qui a écrit un livre aussi sur l'immobilier, Esther Bois, elle est d'origine ivoirienne. Elle, je vais pas parler du nombre de ventes, mais c'est que le jour de la dédicace, elle a gagné plus de 18 000 euros. Combien? Plus de 18 000 euros le jour de la dédicace de son livre. Le jour de la dédicace. Oui. Voilà. Je vais prendre un autre cas. Lui, il vit au Mali. Son livre, il a écrit, son livre est intitulé Réussir est un devoir. 6 mois après la sortie de son livre, il était à plus de 5 millions de chiffre d'affaires Ok. sur son livre. Ça, c'est quelques résultats. Après, il y en a d'autres, hein, je vais pas mal, mais il y en a plein d'autres qui ont des résultats intéressants. Mais au-delà de ça, on a des auteurs qui n'ont pas eu besoin de vendre des tonnes. Ils ont eu besoin de vendre une dizaine pour avoir un positionnement assez particulier. En ce sens où, lorsqu'ils ont écrit, je vais prendre quel cas? Je vais prendre le cas peut-être de Marguerite, qui a écrit un livre sur les violences psychologiques en milieu professionnel. Ben, une fois son livre achevé, ça lui a ouvert des portes dans des conférences, ça lui a ouvert les portes de certaines associations dans lesquelles elle peut proposer ses services. Je prends le cas d'une dame qui vit au Burkina Faso, elle s'appelle Yvonne Ouattara. Elle est d'origine antillaise, mais elle s'est mariée en Burkinabé. Elle, lorsqu'on a travaillé avec elle, elle est sophrologue. Elle avait déjà écrit deux autres livres, mais très compliqués, surtout que c'était pas adapté à la cible à laquelle elle voulait s'adresser. Et donc, on lui dit, bon, sache que la stratégie que tu as prise n'est pas bonne. Enfin, c'est pas la plus optimale. Par contre, si tu vois ton livre comme quelque chose qui te permet de te positionner dans le secteur, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, elle est venue, on a travaillé sur son livre. Et dès que son livre est sorti, elle a pu avoir 3 contrats avec 3 associations avec lesquelles elle travaille. Donc, est-ce qu'elle a eu besoin de vendre des centaines d'exemplaires? Non. Elle a juste eu besoin de retravailler son positionnement et d'asseoir sa notoriété. Voilà comment elle a gagné des marchés. Moi, aujourd'hui, je ne compte pas le nombre de marchés que j'ai eu à gagner en vendant un livre à une personne. C'est-à-dire, j'ai vendu un livre à une personne, je sais ce que j'ai mis dedans. Et maintenant, quand cette personne lit, elle se dit, ah ben tiens, lui, il peut m'aider à tel niveau, tel niveau, tel niveau. Bon, je veux travailler avec lui. Voilà comment récemment, on a pu décocher un marché de 12 000 euros en vendant un livre à la bonne personne. Donc, c'est juste pour attirer l'attention des gens sur le fait que lorsqu'ils écrivent, qu'ils ne se disent pas que c'est juste en vendant des exemplaires de mon livre que je vais pouvoir tirer profit. Il y a des bénéfices beaucoup plus importants sans avoir besoin de vendre des centaines, des milliers de livres. C'est ce que moi, je recommande à tous nos auteurs. Et c'est d'ailleurs pour ça que le 5 et le 6 octobre, on sera à Ouagadougou pour le week-end de l'écrivain, pour partager cette expérience et cette stratégie-là avec les personnes présentes. Parce qu'aujourd'hui, surtout en Europe et même en Afrique, il y a l'avènement du high ticket, vendre Bien sûr. des offres à des prix un peu plus élevés. Voilà. Bien sûr. Et lorsqu'on veut vendre ce type d'offre-là, voilà, c'est beaucoup plus simple de convertir quelqu'un qui t'a lu et qui a compris ta vision, il a compris ton idéologie, t'a pesé déjà. Moi, aujourd'hui, je suis en train de me lancer dans l'immobilier. La personne qui m'accompagne dans l'immobilier, bon, en France, quand même, lorsqu'il y a un accompagnement dans l'immobilier, ce sont des accompagnements qui sont à 3 000, 4 000, 5 000, 6 000, 10 000 Oui. euros, parfois plus. Oui. Eh bien, ben, avant de verser une somme comme celle-là à quelqu'un, il faut que tu sois sûr que la personne va t'amener des résultats. Mais qu'est-ce qui me paie, qu'est-ce qui me rassure? C'est quand je le lis. J'ai son livre, je lis. Son livre qui en soi, je l'ai acheté à 29 euros et quelques. Quand je le lis, je vois les stratégies, c'est logique, ça, et puis même ce qu'il dit, ça s'entend, ça se comprend. Je me dis, ben tiens, là, il m'a converti. Donc, quand je vais discuter avec lui, je ne suis plus en mode machin, non, je suis en mode, bon, on commence quand, comment ça va se passer? C'est la même chose. Tu es peut-être expert, je ne sais pas moi, en cosmétique, tu peux être expert même en agriculture. Mais imagine si tu as le fils, je ne sais pas moi, du président Talon qui veut se lancer dans l'agriculture et que tu t'appelles, je ne sais pas moi, je t'appelle Kongchu et tu as écrit un livre sur l'agriculture qui est intéressant. Ben, il va le lire. Et s'il trouve que c'est intéressant ce que tu dis, il y a de fortes chances qu'il te contacte et qu'il dit, j'ai lu ton livre, voilà, je veux qu'on fasse quelque chose ensemble. Voilà comment en vendant un livre à la bonne personne, tu as pu changer, transformer ta vie à tout jamais. Donc, ne pas voir le livre comme étant un outil. Je vais vendre 10, 15, 20, si tu vends 10, 15, 20, 30, 100, 2000, c'est très bien.
mais voir plus ça comme un passeport, comme une clé qui va nous ouvrir les portes. C'est ce que moi j'invite en tout cas les auteurs qu'on accompagne à faire. Merci pour cette belle réponse qui est pertinente et qui s'aligne vraiment avec ce qui se fait à l'époque. Ça me fait penser justement à tout ce qu'il y a aujourd'hui comme magnets, les leads magnets, dont on parle beaucoup dans le digital, où on va offrir un PDF Ouais. gratuit, une liste ou quelque chose en échange d'un email et on va après travailler les gens, on va les inviter sur les différents réseaux sociaux qu'on a, etc. Tout ça, c'est pour bâtir le personal branding parce que ce que tu C'est viens ça. d'expliquer, c'est une connexion claire entre le livre en tant qu'outil. C'est une Mm. stratégie que j'écoute totalement pour l'avoir pratiquée. Je pense que c'est vraiment la Ah ben meilleure. voilà. Je pratique Ben, encore ben oui. parce que Ouais. ça te permet d'affirmer ton positionnement, comme tu l'as si bien dit, comme tu l'as souligné, et de te positionner comme un expert, un spécialiste d'un domaine. Derrière, il faut avoir des services. Généralement, c'est qu'il y a Mm. beaucoup de gens qui ne comprennent pas qu'ils doivent développer des services avant de sortir un livre, s'ils veulent en sortir un, et après, ils sont assis, ils se tournent les pouces. Moi, je vois souvent des auteurs, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, sur une émission d'une grande chaîne ivoirienne, enfin, j'ai vu un extrait sur Internet, il y avait un débat autour de Mm. l'édition, parce que dans l'édition classique, hein, on connaît un petit peu les marges pour les auteurs. Elles sont très maigres dans la maison Ouais, d'édition. ouais, ouais. Quand une Mm, partie mm, importante, vous avez l'impression, vous avez mm. ensuite tout ce Le qui va être la diffuseur, communication. le distributeur, oui, il y a plein de trucs. Mm. Donc, en fin de compte, quand c'est 5%, 10%, ben, c'est pas intéressant. Et là, même 10%, Non. c'est les gros auteurs. Les gens s'en plaignaient. Et je me suis dit, mais ne serait-ce que la communication sur les réseaux sociaux, je vois plein d'auteurs qui n'en font pas. Ils sortent le livre et ils attendent que la maison d'édition en fait fasse tout et qu'elle fasse de la magie. Je dis mais c'est pas possible, ça n'existe nulle part. La maison d'édition fera ce qu'elle peut, mais elle va minimiser les risques aussi. Donc les auteurs doivent jouer leur partition, comme tu l'as dit, et comprendre que si tu as vraiment une spécialisation, tu vas pouvoir rentabiliser. Si vous ne savez pas comment faire, contactez Argent Livre. Ils pourront vous aider à ce propos pour vous aider à mettre en place une stratégie véritable. Vous pouvez vendre une formation, vous pouvez vendre pas mal de choses. Moi, je vends du coaching, je vends de l'accompagnement longue durée, plein de trucs à partir, comme tu l'as dit, de livres qui parfois coûtent 5 000, 10 000, 15 000, parfois même des petits documents gratuits. Donc, ta stratégie, elle est top. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu es toujours dans le game, c'est parce que ça marche. Si, donc, c'est bien la preuve que tu as trouvé la poule aux œufs d'or et Ah que ben, tu as de l'impact aux gens aussi. non, mais il faut que les gens le comprennent parce que c'est ça, c'est une remarque que je fais très souvent aux jeunes auteurs, c'est que vous avez écrit le livre, c'est bien, c'est très bien, mais sachez que vous avez fait 20% du travail. C'est ça. Parce que après, il y a un gros travail de visibilité, un travail de communication. Et surtout, je tire la sonnette d'alarme auprès des conférenciers et des formateurs. Parce que pour moi, je ne conçois pas comment on peut être conférencier, formateur, coach, on n'a pas de livre. Parce que chaque fois que tu es invité à une conférence, si tu n'as pas ton livre, ben, c'est de l'argent que tu laisses sur la table. C'est de l'argent, c'est évident. Parce que moi, quand je vais à un événement, il faut que je m'assure que les clients, les personnes qui sont présentes, c'est un marché, sont des clients potentiels. C'est Il faut ça. qu'ils partent avec quelque chose de moi. Il faut qu'ils partent avec quelque chose de moi. Et le truc le plus, dans tous les business, on a toujours ce qu'on appelle un produit d'appel. Et le produit d'appel doit être quelque chose d'accessible. Ouais. Et le livre, c'est quelque chose d'accessible, c'est quelque chose de palpable. Donc, si tu as ton petit livre, et l'avantage avec le livre, c'est que tu l'as écrit une fois. Une fois que c'est fait, c'est fait. Et maintenant, il n'en tient qu'à toi de maintenant jouer de certains outils pour pouvoir rentabiliser ce livre-là. Donc, un auteur qui a écrit un livre, là, comme on s'en va au Burkina, je reçois des centaines de messages, des gens qui me disent, ouais, j'ai écrit mon livre, je souffre avec, je ne sais pas comment on fait. Je leur dis toujours la même chose, c'est que vous n'avez pas pensé. Vous avez juste pensé qu'il suffit d'écrire un livre et puis ça y est. Non. C'est ça. Et c'est justement cette visibilité, cette crédibilité-là, quand même, on en a fait un cheval de bataille, c'est que lorsque nous, on travaille avec un auteur, c'est aussi pour ça qu'on a ouvert nos studios sur Paris. Parce qu'au début, on s'est dit, OK, ils ont besoin de visibilité, c'est bien. La télé aussi, c'est un élément qui donne de la visibilité, qui donne beaucoup de crédibilité. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de personnes qui n'ont jamais vu Robert Kiyosaki de leurs yeux et qui ne le verront certainement jamais. Mais on le connaît parce qu'il a écrit un livre qui nous parle. Je connais beaucoup de gens qui sont allés se faire former par Robert Kiyosaki. Autant te dire que ces formations ne sont pas données. On parle des trucs à Mhm. plus de 15 000, 20 000, 30 Bien, 000 bien dollars. sûr. Bien sûr. Voilà. Juste parce qu'ils l'ont découvert au travers de son livre et de son livre, ils ont suivi des émissions.
Donc, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'il faut pour mettre de la lumière sur ces auteurs? Le digital, c'est bien, mais en termes de crédibilité, c'est pas assez. Donc, on a commencé par la télé, on a basculé vers la télé. Bon, là, le problème à la télé, c'est que c'est trop cadré. La télé, c'est trop cadré, c'est trop de contraintes, c'est compliqué. La culture est Non, c'est, présente, hein. oui, oui, c'est trop de contraintes. Tu peux pas dire ce que tu veux, tu peux pas faire ce que tu veux. Et tu as un temps imparti qui est bien précis. Et même, tu peux même pas développer tel que tu le souhaites parce que tu te fais couper par les journalistes très souvent. C'est leur boulot. Et on s'est rendu compte que ben, Internet, c'est un outil très puissant. Ceci d'autant plus que les podcasts en ce moment, c'est quelque chose qui a le vent en poupe. Et c'est comme ça Ouais, qu'on a créé le studio. On s'est dit, bon, au moins maintenant, on a un espace assez qualitatif parce que la qualité de l'image et du son compte aussi énormément sur le branding. Donc, on s'est dit, absolument. voilà, puisque on veut ce qu'il y a de mieux pour les auteurs avec qui on travaille, ben, on s'est dit, on va désormais, pour chaque auteur avec qui on travaille, ben, on va enregistrer des podcasts avec eux et on va diffuser sur nos réseaux afin que le message puisse passer dans un premier temps. Parce que même pour vendre, il faut multiplier les points de contact avec les C'est ça. prospects. Pas parce que tu as fait une vidéo que ça y est, tu vois, quand ça va sortir, ça, tu vas avoir un flot de vente. Non, ça ne marche pas comme ça. Toi-même aujourd'hui, avant d'acheter l'iPhone, il a fallu que tu vois l'iPhone au moins 50 fois. Donc, pourquoi est-ce que pour la première fois qu'on voit ton livre, on doit acheter? Est-ce que tu es Barack Obama? Non. Donc, lorsque tu es une personne lambda, tu dois accepter qu'il y a un processus, il faut multiplier les points de contact. Et c'est ce que nous on fait avec nos auteurs. On multiplie les points de contact entre eux et les prospects au travers des podcasts qu'on enregistre, des shorts qu'on fait, des conférences qu'on organise. Tout ça, le but, c'est toujours de multiplier les points de contact entre nos auteurs et les prospects afin que ben, derrière cela, ils puissent avoir des clients qui pourront leur permettre de gagner beaucoup plus d'argent à partir des services qu'ils proposent au lieu plutôt que les livres. Et un élément très important, c'est que la chose la plus importante pour quelqu'un qui vend quelque chose, c'est son branding. C'est super important. Parce que lorsque tu as le bon branding, ben, le bon branding va te connecter à une certaine catégorie de clients. C'est ça. Et C'est ça, ce sont ça. des choses que les gens doivent comprendre. Juste un peu comme le packaging. Lorsque tu veux vendre de Bien clou et sûr. d'angolin, il faut un packaging précis parce qu'on veut Parce s'adresser à que une tu as catégorie tu as un de produit. clients. Exactement. Voilà, voilà. Exactement. Et ça, c'est un truc vraiment, je me rends compte, parce que tu le soulignais très bien dans ton livre, c'est malheureusement encore chez nous, en Afrique, c'est compliqué de comprendre que il faut investir dans le branding. C'est compliqué. Ouais, J'ai dit, moi, je ne suis pas en reste, hein, parce qu'on n'a pas été éduqué comme ça. bien sûr. Je ne suis pas en reste. On n'a pas été éduqué comme ça. Pour moi, je ne concevais pas comment on pouvait acheter une caméra à 2 000 euros, 3 000 euros. Je comprenais pas. Je comprenais pas comment c'était possible. Pourquoi? Mais avec le temps, tu te rends compte que ben, quand tu tournes avec ton téléphone dans un cadre et que tu tournes avec un vrai appareil dans un autre cadre, ben, les types de personnes qui te contactent changent totalement. Et Absolument. lorsqu'on a compris l'importance du branding, en ce moment, je suis même en train de lire un livre qui s'appelle Maîtriser votre e-réputation. Ça OK. s'affiche pas très bien. C'est un livre que j'ai Non, pas acheté de pour lire. Tu as donné le titre. Moi, je Voilà. me le note. L'idée, c'est que, voilà, c'est quoi l'idée? C'est de travailler sur son branding, sur son nom. Parce que le nom, les gens ne s'en rendent pas compte, mais la valeur perçue, plus tu travailles sur ta valeur perçue, plus tu peux gagner énormément d'argent. C'est ça. Donc, c'est surtout ça que j'aurais à dire par rapport aux jeunes auteurs qui écrivent des livres sans penser à tout ce qu'il y a autour en termes de communication. Il faudrait retravailler tout ça. Mais en tout cas, les auteurs avec qui on bosse, ça, c'est un travail de fond qui est mené avec. Super. Ben, tu as évoqué vraiment des points très importants pour toutes les industries. Je pense que ce que Valère vient de dire devrait servir à tous ceux qui ont des initiatives, quel que soit le domaine. En fait, le plus important quand vous avez un produit ou un service, c'est le marketing. Moi, je le répète à tout bout de champ, à qui veut l'entendre. Tu peux découvrir le vaccin ou un vaccin, un traitement instantané contre le cancer. Si tu ne sais pas où faire le lobbying pour que les gens parlent de ton initiative et de ta découverte, tu pourrais mourir pauvre comme un savant fou dans ton appartement. Et c'est ça le problème. Les gens oublient que le marketing, c'est la seule chose qui permet, en fin de compte, de vendre un produit, un service. Même quand tu as un produit moyen, si le marketing est bien fait, tu bats à plate couture quelqu'un qui a un excellent produit ou un excellent service. Donc, c'est un bon rappel que tu fais. Et si vous ne savez pas comment marketer, mais faites-vous
accompagné par des professionnels selon votre domaine, hein, pour que le travail ne soit pas sacrifié. Il y a trop d'initiatives qui malheureusement passent à la trappe parce qu'elles sont mal ou peu marketées. Et donc, c'est un travail global que vous faites. Bravo à toute ton équipe et à toi-même. Alors, je voudrais qu'on puisse aborder quand même un peu les challenges. Quels sont les Hmm. challenges ou les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui, actuellement? Parce que je suppose, et je sais qu'il y en a eu plusieurs par le passé, vous avez pu évidemment les relever, c'est pour ça que vous êtes encore là. Mais aujourd'hui, vous en êtes à un stade où c'est le carrefour de la croissance. C'est ma lecture de l'extérieur, tu me diras si je me trompe. J'ai l'impression que l'initiative est vraiment en train d'arriver à un niveau de maturation et de maturité où en fait, il faut passer le cap maintenant pour Hmm. scaler complètement. Et c'est toujours très excitant d'être à ces niveaux-là parce que on gagne de l'argent, on a la confirmation que ce qu'on fait, Ouais. il y a un public, Ouais. mais dans le même temps, Hmm. on se demande comment faire pour vraiment scaler, passer au niveau supérieur. Donc, quel challenge Ouais. vous avez? Ouais, si tu es, mais vraiment, tu es en plein dedans. Tu es vraiment en plein dedans. Parce qu'on est vraiment à un niveau, c'est un truc, je ne savais même pas que ça pouvait être possible. Un niveau où vraiment le business s'autofinance. Le Ouais, business se gère tout seul. Tu sais que bon, là, tout ce qu'il faut couvrir, parce qu'au début, tu mets de ton argent. bien sûr. Mais maintenant, oui, ça fait peut-être 2, 3 ans, ça fait 3 ans aujourd'hui que le business se finance tout seul. Mais maintenant, maintenant, comme tu l'as dit, on réfléchit sur comment maintenant commencer à générer du vrai cash sur tel enseigne qu'on puisse se dire, OK, on a envie pleinement, tu vois. C'est ça. Bon, notre challenge aujourd'hui, le premier challenge, c'est, comment dire ça? C'est de trouver, justement, comme tu le dis, l'élément, donc je vais dire soit l'élément, soit le contact qui va nous permettre justement de passer à un autre niveau, de telle enseigne que les choses, je ne vais pas dire aillent tout seul, mais de telle enseigne qu'on puisse vraiment dire qu'OK, là, on peut maintenant se payer. Parce que je vais être transparent, moi, j'ai toujours été transparent. À ce jour, moi, je ne me paye pas encore. Mes associés ne se payent pas encore. On s'est dit, bon, le business, on peut payer des billets d'avion, on peut payer des logements, on peut louer des véhicules. Oui, ça, on peut le faire par rapport au business, ça, c'est possible. Mais maintenant, on dit qu'on se paye, on ne se paye pas encore. Donc, c'est justement ça. Comment faire justement pour que le business puisse vraiment exploser de telle enseigne que on puisse commencer à en vivre pleinement. Ça, c'est le premier challenge qu'on rencontre en ce moment. Euh, le deuxième challenge qu'on rencontre également, c'est, je ne sais pas comment je vais formuler ça. Je ne sais pas comment je vais formuler ça, mais voilà, je vais parler ça c'est d'un point de vue personnel. C'est que dans mes équipes, je n'ai pas trouvé le moyen de transformer les membres de mon équipe en, je vais dire, d'excellents vendeurs. Ça, c'est un gros D'accord. challenge, tu vois. Hmm. Ça, c'est le challenge que j'ai en ce moment. C'est parce que je me suis rendu compte que certes, il y en a qui sont plus ou moins à l'aise et qui ont déjà des réponses à certaines objections. Tu vois, c'est-à-dire quand le client vient et dit, bon, c'est trop cher, ils savent quoi répondre. Voilà, il y a déjà ça. Mais maintenant, comment faire en sorte que eux-mêmes, leurs paroles, en fait, leurs démarches, leurs initiatives comptent à tel point que je peux me dire, bon, je peux être assis même pendant 2 semaines, les choses vont toutes Ouais. seules. Ça, c'est un challenge que j'ai en ce moment, j'y arrive pas. Un autre challenge, c'est que en lançant le studio d'enregistrement de podcast, on a décidé de ne pas le faire seul. Parce qu'on aurait pu le OK. faire seul. Les finances pour le faire seul, on aurait pu. Mais moi, j'ai toujours dit que l'argent, c'est la dernière chose dont on a besoin sur un business. C'est la ressource humaine, c'est la chose la plus importante, la ressource humaine. Et donc, je me suis mis avec des associés qui sont très, très bien. Sauf que Ouais. forcément, lorsqu'on se met avec d'autres associés, lorsqu'on commence à travailler ensemble, ben, il faut que chacun trouve ses marques. C'est ça. Il faut que chacun, c'est normal. Donc, c'est parfois les réunions qui, à la base, devaient durer 1 heure, ça dure 3 heures parce qu'on s'entend pas si certains éléments. Mais moi, ça m'amuse parce que je sais que ça fait partie du jeu. Et je me Bien dis, sûr. c'est normal. C'est normal que ça se passe comme ça. Un autre challenge aussi, c'est surtout quand l'argent commence à entrer. Mhm. Tant que l'argent ne rentre pas, il n'y a pas de problème. Tu vois? Mais c'est Non. quand l'argent commence à rentrer que là, maintenant, on va se poser les questions. Bon, qui prend quoi, comment, pourquoi? Et c'est ça. La réalité du business. Qui prend quoi, comment, pourquoi? Et
ceci m'amène à faire un petit clin d'œil à tous ceux qui veulent s'associer. Lorsqu'on a un business, il ne faut jamais s'associer à quelqu'un qui a faim. Jamais. Parce que quelqu'un qui a faim et qui s'associe avec à toi par rapport à un business, il manque de lucidité quand il faut prendre des décisions. Parce qu'il a faim, c'est normal. Il doit gérer des problèmes urgents. Oui, urgent. Il peut pas être lucide. Par exemple, j'ai rencontré un grand frère un jour et il m'a dit, bon, Valère, je vois que tu veux passer à un autre niveau, tout ça, c'est bien. Ah oui, je vais te parler justement du challenge, le gros challenge, il m'a encore. Vous voulez passer à un autre niveau, c'est bien, mais sachez que vous devez énormément investir dans la communication. J'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, sache que l'argent que tu veux mettre dans la communication, mets ça comme un argent que tu es en train de perdre. Je lui dis, comment ça? Il m'a dit, parce que c'est de la communication, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Bien sûr. Sauf que si tout ton business dépend de cette communication-là, il va falloir prendre certaines décisions, tu ne seras pas lucide. Et quand il m'a dit ça, il dit, ah ouais, d'accord. Et ça, c'est très important lorsqu'on veut décider de passer à un autre niveau. Et justement, le plus gros challenge qu'on rencontre en ce moment, c'est, tu sais ce que tu dois faire. Mhm. Tu as les moyens financiers, les ressources humaines en interne pour le faire. OK? Mais tu ne trouves pas la bonne personne ou la bonne structure pour t'accompagner. Ça, c'est le plus gros problème qu'on a à l'heure actuelle. Parce qu'en soi, on a déjà tout. Bon, tout, c'est toujours entre guillemets. Le process est là, le produit est là, l'équipe en interne est là, le financement est là pour gérer. Mais maintenant, tu ne sais pas à qui tu vas remettre cet argent. Parce qu'il y a beaucoup de plaisantins. Tu vois, c'est le challenge qu'on a. Comme, c'est comme partout, hein, les Ouais, plaisantais. je te raconte une anecdote. L'année dernière, lorsqu'on veut faire le week-end de l'écrivain, on s'est dit, bon, maintenant là, vraiment, on veut passer à un autre niveau, on veut faire les choses vraiment bien. Mhm. Parce que notre vision pour cet événement-là, c'est vraiment que c'est un événement, que ce soit un événement qui puisse à la longue être au même niveau que le Festival de Cannes, quoi, mais adapté pour l'écriture, quoi. Bien sûr. Donc l'année dernière, on s'est dit, bon, on a fait une bonne année 2023, bonne année entre guillemets, on a dépassé nos objectifs, on a dépassé les 6 chiffres, ok, c'est bien. Donc, non, 2022, on a dépassé les 6 chiffres, donc pour 2023, on veut faire les choses bien. Dans 2023, on s'est dit, pour organiser cet événement à Paris, à Ouagadougou, à Yaoundé, on va recruter une boîte de com. Donc, on recrute une Ah, boîte. On prend, dans mes différents événements, je rencontre, on me présente une dame, elle nous vend le truc comme quoi. À Paris, elle nous vend le truc comme quoi, vraiment, elle s'y connaît, elle peut nous ramener plus de 600 personnes, que c'est rien pour elle, elle a déjà fait. On lui demande que vos tarifs, c'est combien? Elle nous dit, bon, mes tarifs, c'est 8 000 euros. Bon, on dit, OK, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai dit, je ne vais pas négocier, mais à côté de ça, on va être exigeant. c'est ça. Elle nous dit, non, il n'y a pas de problème, on sait le faire, on va le faire. Donc, on verse, d'abord, on lui dit, bon, on vous verse d'abord 50% et en fonction de comment les choses vont évoluer, on pourra poursuivre. Donc, on verse l'argent. Nous sommes à 1 mois et demi de l'événement. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, rien ne se passe. Bref, on sent qu'un psychologue, bon, je commence à voir des trucs, je me dis, mais je lui fais confiance parce que je me dis, c'est une professionnelle. Mais moi, de ce que je vois, je sens que ça ne va pas. Je lui dis, mais ça bouge pas. Et puis même la manière de faire, moi, en général, en général, lorsqu'on travaille avec quelqu'un, on le laisse travailler. On lui dit, bon, nous, on te fait confiance, on te laisse travailler. Donc, on regarde. On s'est dit, pff, ça n'avance pas. Bref, on essaie de nous rassurer. Oui, ça va le faire. Tu vas voir à 2 semaines de l'événement. Nanana, nanana. Je suis pas serein, mais j'ai dit, OK, OK, d'accord, c'est toi la professionnelle, donc je te laisse faire. En même temps, pendant cette période-là, j'avais mes examens de spécialisation. Donc, j'ai dit, OK, je te laisse faire. J'ai fini d'avoir mes examens de spécialisation. Heureusement pour moi, ça se terminait 2 semaines avant l'événement sur Paris. À 2 semaines avant, quand j'ai fini, j'ai dit, bon, on en est où? Je me rends compte que c'est une catastrophe. Nous sommes à 2 semaines de l'événement. On a des partenaires qui savent que non, ils attendent au moins 500 personnes Bien sur sûr. place. Donc, tu ne peux pas aller dire à tes partenaires, non, on ne peut pas, machin truc.
Et donc, je la contacte, je lui dis, nous sommes à 2 semaines de l'événement et rien ne se passe. Là, elle me dit, non, non, ne t'inquiète pas, à 3 jours de l'événement, tu vas voir. Je dis, mais ça, c'est une blague. Hmm. À 3 jours de l'événement? Et si à 3 jours de l'événement, ça ne bouge pas, on fait quoi? On pleure? Dangereux, ça. Ouais, ouais, j'ai dit, non, 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 c'est pas possible. Il dit, il faut que tu te bouges. Mais en parallèle de ça, je me dis, il faut sauver les meubles. C'est Voilà, ça. entre-temps, la dame, on lui a versé 6 000 euros. Oh là là. Elle n'avait quasiment rien fait, c'est ça? C'est terrible. Rien. Non, rien, 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 rien. Elle nous avait ramené à peine 2 ou 3 personnes, maximum, sur 500 personnes. Dans ce moment, je contacte un deuxième. Il y avait déjà- pff, je contacte, j'ai un deuxième contact que j'ai rencontré dans un événement aussi. Je lui dis, bon, grand frère, j'ai vu ce que tu as eu à faire. J'aimerais que tu puisses nous accompagner. Voici les problèmes qu'on rencontre. Je lui explique ce qui s'est passé avec la première. Je lui dis, voici nos objectifs. Est-ce que tu te sens capable? Et comme par hasard, il s'appelle aussi Régis, le gars en question. J'espère que la suite de l'histoire. Qu'est-ce que je te raconte? Donc, il me dit, ouais, bon, ok, 7 000 euros, ça va, je vous torche ça, hein, ça va être rapide. Ça va être rapide, 7 000 euros, ça va, ça se gère rapidement. Donc, nous sommes déjà dans le jus, quoi, il faut des résultats. Il dit, ok, d'accord. Bien Donc là, sûr. tout de suite, on te verse 4 000 balles et la suite au résultat. Avant qu'on ne verse l'argent, il nous fait tout le plan. Il dit, on va faire ça, 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 ça. Il note tout, tac, 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 tac. Il dit, ok, super. Tac, tac. Le même soir, on fait le virement, 4 000 balles. Nous sommes déjà à plus de 10 000 euros. Pourquoi je ne sens pas bien la suite de cette histoire? On fait le virement, nous sommes déjà à plus de 10 000 euros de dépenses sur le même service entre le moment où on fait le virement et le moment, et juste après quand il reçoit, le discours change totalement. Non, 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 non. Il dit le discours change totalement. Je me rends compte que ce qu'il avait promis faire, il ne fait pas. Jamais il ne demande comment est-ce que la billetterie bouge. Donc, il ne pose pas des Ah, questions. Donc, ça veut dire qu'il n'évalue même pas ce qu'il fait. en fait, il ne s'intéresse pas à Il ne l'événement. s'intéresse pas, donc ça ne l'intéresse pas. Et à un moment donné, je l'appelle, je lui dis, mais ça ne va pas. Le gars me dit, en fait, tel que tu me contactes là, je n'ai plus envie de travailler avec vous. Ah oui, carrément. Et c'est là que je me dis, mais tu ne travailles pas avec nous parce que tu en as envie. On t'a payé. C'est pas que tu en as envie ou pas, c'est que tu t'es engagé, tu as pris de l'argent. Ben, rembourse-nous si tu veux pas travailler, il n'y a pas de problème. Mais elle commence à nous trouver des trucs. Ouais, on va faire un live, on va faire ci. Moi, les lives, je connais. Je dis que c'est pas un live, il ne va rien faire. Donc, c'est pas Il ça qu'on attend. parlait pas à un novice non plus, quoi. Tu es Ouais, sûr. je dis, mais non. Il me dit, ouais, mais ce que tu fais, non. Je dis, non, c'est vrai, tu organises des trucs, c'est peut-être intéressant. Mais je sais plus ou moins, on sait plus ou moins comment fonctionnent les réseaux. Dans ce que tu racontes là, il n'y aura pas de résultat. Bref, plein de trucs qui manquent totalement de professionnalisme. Et là, comme je ne le connaissais pas, personne interposé. Je contacte donc ces gens par qui je l'ai connu. Je lui dis, mais voici le problème que je rencontre avec telle personne. C'est là que les gars me sortent le CV de la personne. Ah, non. Mais On voilà. m'a dit que mais tu ne sais que tu ne savais pas, mais le gars a un bagage lourd. Et même ce que tu pensais que c'était lui qui faisait, en fait, ce n'est pas lui qui le faisait. Ah, C'est juste que c'est la personne qui était mise en avant. Yeah. ah, Et ça, c'est la France. On finit en France. On s'est dit, on veut faire la même chose. Parce qu'en parallèle de la France, on le fait aussi au Burkina. Donc, au Burkina aussi, on contacte une boîte de com et tout. La boîte de com nous dit, il faut 3 millions, il faut faire les conférences de presse, les machins, les trucs. Mais à cette époque, on n'avait pas compris que les conférences de presse, les machins sont juste des campagnes de notoriété, ça ne convertit pas, ça bien ne sert sûr, à rien. c'est exactement ça. On C'est n'avait pas pas là que tu compris. comprends. Ouais, pas du tout. Donc, on engage des sommes, ils disent on va faire ça, on va faire ça. Bref, à la longue, on se rend compte qu'en fait, eux-mêmes, quand ils disent qu'ils sont une boîte de com, c'est qu'ils ils savent juste concevoir des supports de com, c'est tout. Mais en termes de communication opérationnelle sur le terrain, ils n'y comprennent rien du tout. Donc là-bas aussi, on paie un peu plus de 2 à 3 millions. On va au Cameroun. Pareil, on nous confie à une dame qui nous dit, ouais, laissez toutes vos stratégies d'Internet, ça marche pas.
on va faire un opérationnel sur le terrain et tout. On nous sort les grands trucs. Tarif, elle nous dit, elle aussi, c'est 3 millions. On vient d'avoir une partie. 2 semaines avant l'événement, je lui ai dit, bon, où sont les résultats? Elle nous dit, oui, ça va, machin, on a des promesses. Nanana. Bon, finalement, rien. Donc, voilà comment, dans 3 pays, on a engagé des boîtes de com dans 3 pays. Et la seule boîte de com qui a fait un semblant de résultat, c'était celle du Cameroun. Le reste, catastrophe. Bref, je Ça- raconte ça. Oui, justement. Et c'est à ce moment que je me suis rendu compte qu'on a réalisé qu'il y a beaucoup de gens qui disent qui disent qu'ils font des choses alors qu'ils ne savent pas le faire. Bien sûr, Et j'ai envie de dire, heureusement que ça nous arrive à ce moment-là parce que ça nous a permis de nous rendre compte des forces qu'on avait. On s'est rendu compte qu'on savait faire beaucoup plus de choses que certaines personnes bien et qu'on sûr. n'avait pas forcément besoin de ces personnes-là. Et surtout, avant de confier un travail ou un projet à quelqu'un, avant de prendre quelqu'un pour nous accompagner, désormais, il y a des trucs qu'on vérifie d'abord. Absolument. Il faut faire la due diligence, quoi. Toujours. Voilà. Donc, c'est ça, le gros challenge, c'est de trouver la bonne personne. C'est ça. Ben, c'est très édifiant aussi d'avoir partagé ces épisodes douloureux qui font partie du business puisque ça permet d'avancer. Et en réalité, il y a beaucoup de vendeurs d'illusions dans notre communauté. Et Oui. les gens, malheureusement, contribuent à tuer la réputation de toute la communauté. Parce que ce qu'ils font avec leurs frères et sœurs africains, africaines, Mm. mais ils font pareil aussi avec des Occidentaux, à chaque fois Oui. qu'ils peuvent. Je ne dis Mm. pas que tous les Africains sont comme ça, Non, mais non, il y il en y a a qui sont une bien. grande proportion, oui, mais il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes si on veut avancer. Il y a une grande proportion de gens qui ne sont pas professionnels, qui n'ont pas de conscience professionnelle. On le voit d'ailleurs dans nos pays, c'est à tous les niveaux. En fait, tu sais, ce que tu viens d'évoquer, tu le vois déjà quand tu vas acheter à manger dans un maquis. Regarde Mm. comment on te répond. Regarde comment on te dit, il n'y a pas la monnaie. Comme si, en fait, tu étais venu demander un service. Tu viens Ouais. acheter avec ton argent, on te crie dessus, il n'y a pas la monnaie. On te laisse attendre 15 minutes, on va chercher la monnaie ou on fait semblant. Et si tu n'es pas content, ben on te crie dessus encore peut-être même. Ou alors, tu te plains de quelque chose, on dit, ah, mais c'est comme ça ici. On n'a pas la notion de service. Et c'est un problème véritable qu'il faut développer. Et la seule façon, à mon sens, hein, de pouvoir mitiger un peu les risques dans nos environnements, dans notre communauté, parce que même au-delà de l'Afrique, quand c'est la communauté africaine, il y a parfois ce manque de sérieux. C'est vraiment de faire la due diligence là et de s'entourer juridiquement de certaines précautions. Quand Mm. tu as fait ta due diligence et que tu penses que bon, ça pourrait aller avec quelqu'un, avec une personne physique ou morale, mais vraiment de bétonner les contrats. De bétonner les contrats. Parce que avec ça, il y a déjà une bonne partie des gens qui fuient. Oui. Dès qu'ils voient que c'est trop C'est sérieux, structuré, oui, oui, il s'en va, il s'en va, il s'en ils disent, bon, ton affaire est trop compliquée, mon ami. Moi, va. c'est tout. De Tu fou, vois, de fou. c'est intéressant que tu partages ça. Merci beaucoup. Tu as parlé aussi des difficultés quand on s'associe. Et je pense que Ouais. là aussi, juridiquement, on peut s'entourer. Toujours faire, moi, je recommande toujours, et c'est un rappel pour moi-même quand je le dis à chaque fois, c'est vraiment de faire un pacte d'associés, toujours. Mm. Malheureusement, au début, on ne le fait pas souvent parce qu'on ne le sait pas. Donc, on tombe un peu tous Oui, dans ce... oui, oui. Mais bon, après, je me dis, c'est vrai, on va dire qu'il n'y a pas de petit business, mais en général, après, tout ce qu'on fait, on est voir croître. Mais au début, moi, je me dis toujours, pour le moment, c'est ma manière de penser, puisqu'on est sur des budgets qui sont relativement faibles. Bien sûr, bien sûr. Nous sommes sur des budgets relativement faibles, 5 000, 10 000 euros, ça reste des budgets relativement faibles. Moi, je parle d'un principe simple. Si je ne peux pas travailler avec quelqu'un sans contrat, je ne travaille pas avec la personne. Si le contrat, c'est la seule chose qui peut faire en sorte que je sois rassuré, moi, je ne travaille pas avec la personne. Ou des budgets comme ceux-là. Après, quand on parle sur des trucs 20 000, 30 000, ça, c'est autre chose. Et encore, ça, c'est autre chose. Parce que je me dis, au final, ça veut dire que si c'est le contrat qui me rassure, ça veut dire que je ne fais pas confiance à cette personne. Je ne sais pas si tu vois Je ce que je comprends, veux dire. je comprends très bien ta logique, mais est-ce que c'est pas un peu risqué parce que
En fait, c'est a posteriori que toi, tu te rends compte que ben, cette personne, elle n'est pas sérieuse, elle n'est pas professionnelle. Tu as déjà perdu de l'argent, même si ce n'est pas une somme importante. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux avoir un professionnel qui n'est pas passionné, mais qui travaille par contrainte et le fait bien, que quelqu'un qui va tout foutre en l'air ou te faire perdre du temps parce que toi, tu aimerais pouvoir créer de la confiance? Là, maintenant, ça dépend du type de service. Si c'est juste Oui. un service ponctuel, là, je m'en fous que ce soit, si c'est un professionnel, c'est ponctuel. Si c'est un professionnel, là, je dis bien, je précise que ça, c'est pour des montants relativement faibles. Parce que je me Ouais. dis, de toute façon, si je me fais arnaquer, je sais que je ne vais pas poursuivre cette personne. Parce que le temps que je vais mettre pour poursuivre 5 000, 10 000 euros, je préfère autre chose et gagner beaucoup plus. OK. En fait, j'essaie d'évaluer, j'évalue. Donc là, je me dis, si c'est 5 000, bon, je me dis, il faut que je fasse confiance en la personne. Si je ne fais pas confiance en la personne, ok, je vais chercher une structure qui est bien établie, qui a quand même, qui a une image à préserver, une réputation à préserver. Là, elle me fait un document bien formel sur ses obligations. Je dois faire ça, 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 ça. C'est écrit. Comme ça, tout est clair. Ça, c'est un pan. Maintenant, si moi, je dois m'associer à une personne avec qui je dois bosser, surtout lorsque on est en train de démarrer un business, si ce n'est que le contrat qui nous associe, moi, je ne vais pas avec la personne. Pourquoi? Parce que je me dis que des problèmes, on en aura. Mais si on n'est pas à même de s'asseoir de manière transparente et dire, bon, gars, là, on a un problème, cherchons comment résoudre. Si on est toujours dans le mode de que dit le contrat, par moment, je sais que humainement, le contrat dit des choses. Mais le truc sur le terrain, humainement, tu sais que c'est pas possible. Oui, non, bien sûr. Là, Tu on vois? peut faire des efforts. Surtout quand la Hmm. personne est sérieuse, on peut Oui, comprendre des choses. voilà. C'est pour ça que je me dis, je ne peux pas m'associer avec quelqu'un juste sur la... Bon, pour les montants, je précise, pour les montants dans lesquels je sais que je ne vais pas le poursuivre juridiquement, je ne vais pas le faire. Si je ne fais OK, pas confiance OK, à la personne, à ses valeurs, je ne m'associe pas. OK. Ben, on arrive tout doucement au terme de notre bel échange Yes. et je voudrais te demander, pour finir, quelles sont les trois leçons que tu tires de ton parcours personnel jusque-là et que tu voudrais partager avec tous ceux qui aspirent à lancer un business ou tous ceux qui sont déjà dans une activité et qui sont en quête d'amélioration continue. Quelles sont vraiment les trois leçons que tu as apprises, souvent à la dure, hein, les leçons, on les apprend souvent à la dure, et que tu Hmm. voudrais bien partager avec ceux qui nous regardent? La première, c'est quelque chose que j'ai toujours appliqué, c'est faites avec ce que vous avez. Vraiment, faites avec ce que vous avez. Si vous pouvez faire avec un téléphone, allez-y. Si vous pouvez faire avec une petite caméra, allez-y. Si vous pouvez faire avec 200, 300, 400, 500 francs, commencez petit, rêvez grand. Parce que très souvent, on se dit non, c'est parce que je n'ai pas encore ça que je ne le fais pas. Et des fois, on se met tellement de barrières et on oublie que le plus important, c'est la satisfaction du client. C'est ça. On a le site internet Chine. Les produits que Chine vend, c'est 1 euro, 2 euros, 3 euros. Il y a un marché pour cette catégorie de produits-là. Bien Il y a un sûr. marché. Donc, même si aujourd'hui tu sors, tu dis que tu prends le clic, tu mets sur le carton pour vendre, il y a une catégorie de personnes qui viendront acheter ce clic-là. Mais il faut se dire, c'est une étape. Je vais faire ça comme ça pendant un certain temps. Ensuite, je vais acheter le plateau. Ensuite, je vais emballer mon cuit dans un packaging bien brandé comme celui du cuit d'Angolin et ainsi de suite. Tu vois un peu? Donc, première chose, c'est faites avec ce que vous avez. Moi, ça a toujours été la même chose. J'ai toujours fait avec ce que j'avais. Ça, c'est la première chose. Faites avec ce que vous avez. Deuxièmement, restez vous-même. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, les gens se donnent des rôles, ils s'inventent des vies et la vérité, le temps révèle toujours les vrais visages. C'est Restez ça. vous-même, ne jouez pas des rôles qui vont vous rattraper plus tard. Moi, je suis transparent. Moi, quand je suis arrivé au Cameroun l'année dernière, les gens me disent, mais dernièrement, tu as pris la moto. Est-ce que ce n'est pas, ça ne joue pas contre toi? Je lui dis, il y a une différence entre quelqu'un qui prend la moto parce que c'est ce qu'il peut utiliser comme moyen de déplacement et celui Mhm. qui sait qu'il peut se déplacer en voiture et qui prend la moto. C'est différent.
Oui, tout simplement que moi, j'ai pris la moto parce que à ce moment-là, c'était le moyen de déplacement qui s'y est le mieux. Et en plus de ça, ça ne me dérange pas de prendre la moto parce que bon, je reste une personne comme tout le monde. Voilà. Je reste une personne comme tout le monde. Je m'invente pas des vies. Si demain, j'ai envie d'aller m'asseoir dans un tourneau d'eau pour manger, je le ferai. Sans craindre le fait que oui, telle personne doit me voir sur place. Non. Parce que je sais avec, j'ai envie de travailler avec des personnes qui comprennent que la vie est simple. Ou pas. On n'a pas besoin de se... Si après, ça ne correspond pas à ton système de valeurs, c'est une chose. Mais si ça correspond à ton système de valeurs, ne t'invente pas des vies parce que dans ton système de valeurs, il y a des personnes qui vont se reconnaître dans ça. Et c'est avec ces personnes-là que tu pourras travailler. Et puis, s'il y a un dernier élément, on ne le dit pas assez, mais choisissez bien les personnes que vous décidez de fréquenter. Le cercle L'environ- acteur. Ouais, le cercle tracteur, effectivement. Parce que les gens ne s'en rendent pas compte, mais l'environnement a un rôle crucial sur la personne Oui. qu'on devient au quotidien. Je prends un parallèle. Si on prend une graine d'arachide et qu'on la plante dans le désert, ça ne va rien donner. Mais la même graine d'arachide, si on la plante sur un sol fertile, ça va germer, ça va donner plusieurs plants d'arachide, c'est la même chose. Si une personne est donc on le dit, mais les gens ne comprennent pas à quel point c'est puissant, l'entourage, le cercle tracteur. Les gens ne comprennent pas à quel point c'est déterminant dans la croissance d'une personne. Tant qu'on est, c'est juste que justement, tu as insisté là-dessus, le fait de voyager, c'est super important. Tant qu'on est en Afrique, ou bien même pas qu'en Afrique, lorsqu'on est dans un petit cercle d'influence, on a un niveau de référence qui est relativement bas. Du coup, Hum, lorsqu'on fait un peu, on croit que ça y est, on a tué, on a déménagé, ça y est là. Mais pour peu qu'on sorte de là et on va dans un autre cercle où les gens font des choses beaucoup plus exceptionnelles, très vite on se rend compte que ben, on n'avait rien fait, absolument. rien du tout. Donc, c'est pour ça que je dis vraiment, soignez votre environnement. Et au-delà de l'environnement, moi, je vais m'adresser surtout aux hommes. C'est choisissez bien les femmes avec qui vous décidez de vous mettre. C'est super important. Super important. Parce qu'il y a plein de choses que moi, je fais souvent. L'idée ne vient pas de moi. C'est que j'étais comme ça parce que des fois, lorsqu'on est on est dans le jus, mais celui qui n'est pas dans le jus a beaucoup de recul et voit des choses. Absolument. Ouais. Et très souvent, pour les hommes, ce sont leurs conjoints, leurs compagnes, leurs femmes et tout. Et la personne avec qui on partage une certaine intimité a un impact. Parce qu'en général, les hommes vivent pourquoi? Ils vivent très souvent pour, je vais pas, le terme n'est pas approprié, mais je vais l'utiliser, mais pour impressionner la gente féminine. Bien Et d'ailleurs, sûr. C'est et une nouvelle d'ailleurs, stratégie. voilà. L'hypergamie féminine voudrait même que, en général, les femmes ont besoin que leur conjoint les impressionne. C'est ça. Partant de ce principe-là, ben, tu as vite fait de comprendre que si tu n'es pas avec la bonne personne, ça va être compliqué. Hum. Ça va être très, très, très compliqué. Donc, voilà, les trois conseils que j'aurais à donner. Et puis peut-être il y a un dernier bonus, ça serait d'investir massivement en soi. C'est, c'est quelque chose de fondamental. C'est fondamental d'investir en soi. On investit en soi en lisant. On investit en soi en allant dans les événements. Et on va même parfois dans les événements, pas forcément pour écouter ce que les intervenants vont dire, mais c'est pour rencontrer certaines personnes. Parce que on est quelqu'un derrière quelqu'un. Le jour que les gens auront compris que le monde fonctionne en réseau, Oui, ben, le jour que j'ai compris ça, et que le réseau, ce n'est pas Internet. c'est ça. Le vrai réseau, c'est celui qui est Ouais, derrière. Comme quelqu'un disait, le vrai business, c'est ce qu'on ne voit pas. là. Quand un business arrive à la télé, sur Internet, c'est qu'on a fini avec ça. C'est fini, il n'y a plus rien. Parce que le vrai business, c'est vraiment quand tu vas aux événements, tu rencontres des gens, tu connectes avec eux. C'est là. Sinon, la majorité des décisions se prennent dans l'ombre. Les décisions les plus pertinentes qui transforment le monde se prennent dans l'ombre. Pourquoi Bien on le fait sûr. dans l'ombre? Quand on vient à la télé, c'est qu'on vient vous communiquer que telle décision a été prise. Mais toi, tu ne sauras jamais si tu restes à la télé pourquoi, qui bénéficie de cette décision-là. Où est-ce qu'il en est? Parce que par moment, tu arrives et tu rencontres que la décision a été prise. Tu sais qui en bénéficie, mais la personne elle a trop avancé. Tu ne peux plus rien faire parce que tu attendais à la télé et vraiment fermer la télé. Voilà.
Il faut éteindre la Ah, télé, ça ne sert à rien. d'accord là-dessus. La télé, j'ai eu l'opportunité de discuter avec un homme des médias, un politologue, qui est très souvent avec des chefs d'État. Il m'a dit en toute transparence, le podcast sortira très bientôt. Il me l'a dit que la télé, c'est un outil pour influencer l'opinion publique. En gros, Bien sûr. lorsqu'on est dans une entreprise, on a un département communication. Bien sûr. La télé, c'est le département communication d'un État. Voilà. C'est ça. Lorsqu'on a C'est compris ça, très bien résumé. C'est un instrument de domination des ouais, masses, tout ouais. simplement, et d'influence à grande échelle. C'est sur ces mots qui sont sacrément violents, guillemets, pour certaines personnes, mais qui sont importants à préciser, que nous allons conclure. Hmm. C'est une belle façon de finir notre entretien, une façon de demander aux gens, comme dirait l'autre, hein, d'éteindre leur télévision pour allumer leur cerveau. Ah Je oui, pense oui. qu'aujourd'hui, Internet, c'est vrai, avec les réseaux sociaux, c'est la nouvelle télé. Et donc, même si vous consommez du contenu sur les réseaux sociaux, faites en sorte de sélectionner dans une certaine mesure le contenu que vous suivez. Parce que tout ce qui rentre par là, par là, par là, par tous les sens, ça a une influence véritable Oui. sur la personne que vous allez devenir et que vous êtes déjà de toute façon. Hmm. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi, Régis. Merci à toi. Ça a Merci à été tous ceux qui auront super l'opportunité d'écouter agréable. ça. Ben, Ah, merci écoute, beaucoup. Quelques années, c'est toi qui me recevais. Aujourd'hui, c'était l'heure. Je suis depuis un bon moment, hein, comme tout le monde, hmm. l'évolution de ton initiative. Je suis véritablement heureux et fier d'avoir été aux premières heures, d'avoir vu ça grandir, de voir que le bébé est en train de devenir un adolescent, le projet devient un ado costaud, et dans quelques années, le projet sera un gaillard. Non, il faut. Franchement, tu ne te rends pas compte, mais j'ai beaucoup appris de ton parcours, de ton livre. C'est pour ça que Merci beaucoup. j'insiste. Ça fait partie, sincèrement, ça fait partie des toutes premières autobiographies que j'ai eu à lire. Si ça n'est OK. la première. Oui, si ça Ah, n'est, oui, génial, oui. Si ça n'est, oui, c'est la première. Parce qu'après, j'ai lu d'autres, mais c'était la première et ça m'a, génial. donc, c'est avec du recul que je me rends compte que, ah ouais, donc, ce petit livre-là a semé des trucs Des en moi, trucs. et quand j'applique, je me dis, ah oui, non, c'est vrai, en fait, oui, en fait, c'est avec du recul que je me rends compte. Donc, voilà, je n'ai jamais eu l'opportunité de te le dire, donc je te le dis. Merci Donc, je te beaucoup. le Ça dis, fait je te le plaisir. dis, Ça c'est fait un livre qui plaisir. m'a, surtout la question du packaging, là, ça m'avait fait un peu le cerveau, là. Je me suis dit, mais c'est vrai. C'était, mais oui, c'est vrai. Mais c'est vrai. Tu vois, donc, c'est beaucoup de choses comme ça, les gens ne s'en rendent pas compte. En tout cas, j'espère que je me rendrai bientôt au Bénin parce que chaque fois, je m'arrête au Burkina. Ben, de toute façon, quand tu voudras faire le week-end de l'écrivain au Bénin ou en Côte d'Ivoire ou au Togo, des pays que Ouais. je connais bien parce que j'y travaille beaucoup, n'hésite Hmm. pas à me dire. Et puis là, tu seras entre de bonnes mains. Ouais, ouais. Mais est-ce que tu sais que je travaille dans mon web marketeur, c'est un Béninois. OK. Ouais, ouais, Dicas. C'est un Béninois, ouais, ouais. Très, très bien. Très, très bien. Très, très, très bien. Donc, Non, mais pas un ouais, ouais, ouais. bigueuf. Et puis, merci encore une fois. Merci à vous qui nous avez suivis. J'espère que ce contenu vous a plu, que vous avez appris des choses intéressantes, que vous avez passé un moment enrichissant surtout. N'hésitez pas à laisser un petit like et à rejoindre la communauté si vous aimez les contenus propulsifs qu'on diffuse sur cette chaîne. Et vous trouverez dans la barre de description le lien vers mon dernier ouvrage. Ça, c'est pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, d'accord? Qui est un ouvrage qui présente 100 idées de business rentables pour l'Afrique. Mhm. Pour l'Afrique, c'est bien choisi exprès parce qu'on peut être en dehors du continent et apporter des choses comme Valère qui a un pied là-bas, un pied ici. On peut être aussi à l'intérieur, mais plein de choses pour soi, mais également pour le développement de l'Afrique. Donc, tous les business que nous proposons ont un impact véritable au-delà de la génération de revenus. Et ces 100 idées-là sont présentées dans le livre avec un template de business plan très complet qui est offert pour chaque achat. Voilà. Merci beaucoup. Je vous dis donc à bientôt en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons Yes, aujourd'hui. sir. Soyons rock.